Salut, moi c'est Eddy Namic, coach informatique agréé Citroën. Et aujourd'hui, on va prendre rendez-vous en ligne pour la révision de votre voiture. C'est parti. On clique et on choisit un point de vente. On clique et on choisit la date et l'heure. C'est tout. Et comme on a cliqué, Citroën offre 20 € de remise plus un an d'assistance. Et maintenant, on dit merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Pour tout rendez-vous pris en ligne sur citroën.fr avant le 24 février dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Vous écoutez RTL. 14h03, bonjour les petits curieux. Bonjour Christelle, bonjour à tous. C'est parti pour une heure de curiosité sur RTL avec Anaïs Bouton. Bonjour Anaïs. Eh oui, bonjour Thomas, salut les curieux. C'est la saison des champignons, c'est la saison des cueillettes. On va tout vous dire sur les champignons à 14h30. De bons conseils à venir, mais tout de suite, des punaises de lit, des rats, des lilliputiens et des conseils pour bien dormir. Ceci est une galaxie de la lointaine banlieue nord-est. RTL. Voici l'une de ses planètes les moins connues. C'est là qu'une jeune équipe d'explorateurs amateurs a découvert par hasard une forme de vie étonnante dont nous commençons à peine à comprendre les comportements étranges. Thomas Hugues. Ces êtres se nomment eux-mêmes les humains. Anaïs Bouton. Si vous voulez être écrivain, le truc c'est 4h30 tous les matins. La curiosité est un vilain défaut. Voilà un premier conseil de notre invité Bernard Werber. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes écrivain, ancien journaliste scientifique, passionné de sciences, de nature et surtout vous êtes curieux, donc bienvenue, vous êtes au bon endroit ici. Vous avez réuni dans une encyclopédie qui est publiée chez Albin Michel tout ce qui vous émerveille, tout ce qui vous surprend, tout ce qui vous a semblé bizarre. Depuis quel âge ? Depuis l'âge de 13 ans, dès que j'ai commencé à me faire des soucis sur ma mémoire, j'ai peur d'oublier. Et puis j'avais envie de figer mes connaissances. Je sais pas d'où vient ce besoin. Et donc je remplissais des cahiers avec des photos, avec des dessins, avec des tas d'images, de textes, et des recettes de cuisine aussi, et des plans pour faire des trucs électroniques, notamment des cellules photoélectriques, des tas de choses. Et je me disais, voilà, ça c'est mon savoir en tant qu'objet. Et donc vous nous l'offrez, encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et c'est pour ça que c'est aussi varié. Je disais punaise de lit, rat, lilliputien, conseils pour bien dormir. Il y a aussi la loi de Parkinson. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça n'a rien à voir avec la maladie ? Non, rien à voir avec la maladie. C'est une loi qui veut que plus une entreprise grandit, plus elle a tendance à virer ses employés qui sont les plus compétents et les moins bien payés pour les remplacer par des incompétents surpayés. Tout simplement parce que les compétents sous-payés vont avoir envie de s'élever au sein de la hiérarchie, donc ils vont modifier l'équilibre des pouvoirs au sein de l'entreprise, alors que des incompétents surpayés vont tout faire pour stabiliser et confirmer le système qui existe déjà. Donc ça m'a rassuré quand j'étais viré du Nouvel Observateur, j'étais remplacé par un type qui foutait rien et qui était plus payé que moi. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi la logique économique de l'entreprise ? Et j'ai vu, il y a un Américain qui a posé ça comme une règle. Ben voilà. Alors, autre découverte grâce à vous, la sexualité des punaises de lit. Vous dites que c'est la plus stupéfiante du monde animal. Pourquoi ? Alors d'abord, la sexualité des punaises de lit, c'est une particularité. C'est donc quand j'étais journaliste scientifique, je demandais systématiquement quand je faisais un reportage quel est le truc le plus dingue que font vos collègues. Et puis un jour on me dit tiens, il y a un type, c'était au Muséum d'histoire naturelle, qui étudie les sexualités des punaises de lit. Donc c'est le truc le plus dingue qui existe parce que c'est un animal qui a développé des perversions qui dépassent tout ce que nous avons dans l'esprit. Déjà, il passe son temps à copuler, à peu de choses près, quoi. Il passe son temps à copuler, mais en plus, ils ont un sexe perforateur, donc c'est comme une seringue qui permet de mettre des spermatozoïdes n'importe où dans le corps de la femelle. Et ces spermatozoïdes se sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils survivent, et quand vient une certaine époque, ils percent de l'intérieur les ovaires. Oh my God. Pour féconder la femelle. Dans les oreilles, dans les ovaires, d'accord. Et non pas dans les oreilles, Thomas. Ensuite, c'est pas vu que forcément la meilleure idée. Je suis sûr que chez la punaise, je suis sûr que chez la punaise de lit, il y en a partout. Parce que ils n'arrêtent pas les partouzes. Parce qu'en plus ils sont myopes, donc il y a un mélange de mâles, de femelles. Tout le monde n'arrête pas de baiser chez punaise de lit, ce qui est un problème. Hein. Et il y a eu des adaptations qui sont faites, donc les mâles et les femelles se sont mis à naître avec des vagins secondaires dans le dos, au cas pour faciliter la fécondation. Et donc il y a des photos, on voit un mâle qui a son sexe perforateur avec une seringue et des vagins dans le dos, dans le cou et dans les pattes. Donc, parce que les femelles ont quand même un organe reproducteur, il y a quand même un sexe. Donc une femelle, si je vous comprends bien, elle peut être vierge et enceinte. Exactement. C'est ça, une punaise de lit. Exactement, elle a un vagin
principales et des petits vagins secondaires. Et il s'est passé encore d'autres adaptations, notamment chez une espèce d'Afrique, je sais, c'est assez sidérant, où le mâle n'a plus un sexe perforateur, mais un sexe qui envoie un jet tellement puissant que ça fait pistolet à eau et ça arrive à percer des cibles, donc des vagins secondaires des femelles, dans le dos. C'est le sexe canon. Parce que tout à l'heure, j'étais avec Pascal Pro, j'ai promis un certain nombre de réponses et le sexe canon, le voilà. Je vais vous raconter une anecdote, c'est que le scientifique, quand il m'a raconté cette histoire et que j'ai écrit l'article, il a été tellement stupéfait par l'aspect étrange et sexuellement malsain de cette histoire, il a dit plus jamais je fais une interview. Ce qui fait que j'ai l'exclusivité totale sur la sexualité des punaises de lit. Alors Bernard Werber, vous publiez dans votre encyclopédie chez Albin Michel l'histoire aussi des vrais Lilliputiens. Allons bon, ce ne sont pas des personnages de fiction. Où et quand ont-ils vécu? Alors, l'histoire est la suivante. J'étais journaliste à La Voix du Nord, à Cambrai, et un jour on me dit il y a une Lilliputienne qui veut faire une interview. Alors j'ai dit c'est quoi? Ils m'ont expliqué que sur le marché, il y avait une attraction, comme vous savez, comme avant quand on est dans les cirques, une attraction avec une Lilliputienne qui voulait me rencontrer. Et donc j'ai vu arriver. Il y avait un garde du corps qui ressemblait à un enfant. Elle a posé sur mon bureau et c'était une petite dame qui avait une voix assez grave et qui m'a dit je vais vous raconter. Elle fumait beaucoup. et donc j'ai photo d'ailleurs de ça. Je me suis dit on va pas me croire. Et elle m'a raconté en fait ils étaient 140. Ils vivaient dans une forêt qui se trouve dans l'Europe centrale et ils ont servi notamment quand il y a eu l'exposition universelle à Paris, dans lequel ils ont regroupé tous les Lilliputiens du monde. Maintenant, ils sont essentiellement au Japon, où les Japonais les adorent parce qu'ils sont tout petits, ils sont mignons. Et elle m'a dit... Elle faisait combien de hauteur? Je sais pas, elle faisait ça. Je le montre bien devant le micro. Je sais pas, quelques dizaines de centimètres. Ouais, une vingtaine de centimètres. Mais elle m'a dit surtout ne confondez pas avec les nains parce que les nains nous on est entièrement bien proportionnés alors que les nains ne sont pas proportionnés. Je me suis dit, ce racisme des Lilliputiens avec les nains, c'est quelque chose qu'on l'a pas vu, on se doute pas. Et elle avait très peur des chiens parce qu'une fois il y a un chien qui était venu, qui l'avait emporté. Voir un petit humain pour un chien, c'est assez attractif, quoi. Et donc son garde du corps servait surtout à éloigner les chiens pour pas qu'ils la prennent. Écoutez, des Lilliputiens aux géants, c'est ce qu'on vous propose dans un instant sur RTL, puisqu'on va vous parler des civilisations de géants. Il y en a eu beaucoup. Alors là aussi, mythe ou réalité, comme dirait l'autre. Restez avec nous sur RTL pour avoir la réponse. RTL. Je veux vous parler d'un auteur que j'affectionne particulièrement, c'est Bernard Werber. La curiosité est un vilain défaut. À la base, Bernard Werber, c'est un journaliste scientifique. Et c'est quelqu'un qui a une grande réflexion aussi spirituelle. Avec Anaïs Bouton. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il met tout ça à l'intérieur de ses bouquins. Et Thomas Hugues. Écrire comme on parle et l'on crie. Toujours avec l'écrivain Bernard Werber qui a regroupé des histoires étonnantes, surprenantes, bizarres pour une encyclopédie qu'on feuillette. Attendez, je reviens 2 minutes sur cette histoire de punaises parce que les punaises de lit. Je suis traumatisé avec ça. Je m'en suis pas remise, mais elle est traumatisée. 200 rapports sexuels par jour. La nature n'est pas limitée. Alors, je ne sais pas s'il faut en rêver ou en cauchemarder. Ça fait quand même beaucoup. Et vous parliez aussi de l'autoconctufiage. Oui. Donc, je peux vous expliquer, c'est-à-dire que c'est les mâles qui se font perforés par d'autres mâles et ils ont les spermatozoïdes à l'intérieur de leur corps et au moment où eux-mêmes perforent une femelle, ils transmettent leur propre spermatozoïde et celui du mâle qui les a fécondés. Tout ça, c'est-à-dire que notre nature n'est pas morale, surtout pas morale par rapport aux valeurs humaines. Elle fait des expériences et moi je crois que la nature fonctionne avec en additionnant des espèces qui font des choses de plus en plus bizarres. Mais on connaît pas toutes les espèces. Je pense qu'il y a encore d'autres choses merveilleuses à découvrir. Comme les punaises de lit. On va dormir différemment maintenant. Et espérer ne pas se faire piquer. Je ne sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Mais il y en a partout. Moi je sais, j'en ai par plus pur des hasards dans mon appartement, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Et si vous les écrasez, ça sent pas bon du tout. En plus, il faut dire qu'à force de... Bon, voilà. Alors, on parlait tout à l'heure des Lilliputiens, et maintenant on va parler des géants, les civilisations des géants. Bernard Werber, c'est quoi? C'est l'un des plus grands mythes de l'humanité, on le retrouve un peu partout, c'est ça? Voilà. Alors, autant les Lilliputiens, je l'ai vu de mes yeux, donc ça je peux vous garantir que c'est vrai. Les géants, c'est une théorie, donc parce que je montre aussi les grandes cosmogonies qui ont créé notre civilisation. Et une chose qui m'avait troublé, c'est que la pyramide de Khéops, actuellement, on ne pourrait pas la construire parce qu'on n'a pas les technologies qui nous permettent de le faire. Même avec des esclaves, des milliers et des milliers d'esclaves, on ne pourrait pas construire Khéops. Khéops s'appelle Khéops parce que un pharaon
qui s'appelle Khéops, l'a découvert en 2500 ans, une entrée pour aller à l'intérieur. Mais on s'est aperçu maintenant que Khéops avait 5000 ans. Donc, c'est-à-dire que c'était une sorte de grosse pyramide dont personne n'avait trouvé l'utilité. Et en dehors des géants, on voit pas très bien comment on aurait pu construire un monument avec des blocs aussi lourds, aussi importants, aussi massifs. Mais en effet, cette légende des géants... on est dans une théorie ou dans un mythe, oui, on n'a pas évidemment c'est la seule, à mon avis, certitude scientifique. En effet, le seul élément sur les géants qui est troublant, c'est qu'on le retrouve vraiment dans toutes les civilisations, que ce soit les Indiens d'Amérique, que ce soit en Indonésie, en Chine, au Japon. Dans la Bible. Dans la Bible, évidemment. On parle tout le temps, la mythologie grecque, évidemment, avec les titans, le mythe des titans, et Knossos, et Chronos, et tout le mythe des Olympiens, c'est une trahison d'un groupe de géants contre notre groupe de géants. Ouais. Et il semble au bout d'un moment que ça expliquerait en effet, les naissances des religions et des mythologies. Il y aurait eu un peuple qui aurait une taille bien plus importante que nous, qui aurait disparu, peut-être parce qu'ils étaient inadaptés aux conditions climatiques. Alors, dans votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, publiée chez Albin Michel, on trouve aussi cette histoire de hiérarchie chez les rats. Ah oui, en quoi consiste l'expérience menée par un chercheur de l'université de Nancy? Vous avez l'œil qui frise quand même, vous adorez ça. Hein. Oui, nous aussi, cela dit. Écoutez, je vous racontais, c'était une rencontre, c'était à l'université de Nancy. C'est un type qui étudiait comment les rats nageaient sous l'eau. Et il s'est aperçu que quand il mettait des cages de 6 rats, il y avait tout le temps un rat qui nageait. Au moment où il allait chercher la graine pour la ramener, il se faisait casser la gueule par un autre rat qui lui piquait sa croquette. Donc il a dit, celui qui nage et qui ramène la croquette, c'est l'exploité. Celui qui lui pique la croquette, c'est l'exploitant. Et il s'est aperçu qu'il y en avait certains qui, regardant ce qui s'était passé, allaient chercher la croquette et revenaient et faisaient un passage en force pour que les exploiteurs ne leur piquent pas la croquette. Donc là, il a appelé ça un autonome. Et enfin, il y en avait qui savaient pas nager et qui ne savaient pas terroriser les autres. Donc il a appelé ça les souffres-douleurs. Et donc sur une cage de 6 rats, il y avait tout le temps 2 exploiteurs, 2 exploités, un souffre-douleur et un autonome. Toujours, c'est un modèle... Voilà, il s'est aperçu que c'est lié au rat. Et quand il a réuni ensemble tous les exploiteurs, ils se sont battus et il est apparu chez eux un autonome, 2 exploiteurs, 2 exploités et un souffre-douleur. Pareil pour toutes les autres catégories. C'est comme si l'espèce reproduisait tout le temps ce schéma, et quand il a augmenté le nombre de rats dans une énorme cage de 200 rats, il s'est aperçu que les rapports n'avaient fait qu'augmenter, c'est-à-dire les souffres-douleurs sont encore plus violentés, voilà, ils reçoivent encore plus de coups, et les exploiteurs n'en foutent plus du tout. Voilà, ils travaillent plus du tout. Ouais. Et d'ici à ce qu'on raccorde ça à la loi de Parkinson dont vous nous parliez tout à l'heure. Mais c'est peut-être, vous savez, une caractéristique d'espèce. C'est-à-dire, quels que soient les gens qu'on met sur une île déserte, vous réunissez plein de communistes, ils vont se battre, il va y avoir un chef chef du parti, il va y avoir une police, ils vont reproduire un système exactement inégal, comme un système capitaliste. Au PC qui vient de choisir son nouveau secrétaire général. Allez, on continue de découvrir les curiosités de Bernard Werber sur RTL. Tiens, on va voir comment on fabrique de faux souvenirs. Restez avec nous. Thomas Hugues, Anaïs Bouton. Bonjour, je me présente. Je suis la voix du voyage. RTL. La particularité de ce voyage, c'est que tu en es le héros principal. Tu l'as déjà été, mais c'était jusque-là plus indirect. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, c'était toi. La curiosité est un vilain défaut. Bernard Werber est notre invité sur RTL dans la curiosité. Vous l'avez peut-être remarqué, Bernard, mais on a choisi comme musique, là c'est Marillion, avant il y avait Pink Floyd, il y avait c'est toutes mes musiques. Yes, Close to the Edge, c'est les musiques que vous écoutez quand vous écrivez, c'est ça? Et la voix qu'on a entendue tout à l'heure, c'est Michel Jonas qui lisait mon livre du voyage, qui est une sorte de livre hypnotique qui est fait pour hypnotiser le lecteur. Il a adoré ce bouquin et il en a fait une lecture, il en a fait un truc extraordinaire. Puisqu'on parle d'hypnose, là on parle de votre encyclopédie, mais il y a un roman qui traite de l'hypnose, c'est ça, la boîte de Pandore, c'est le thème principal. Voilà, la boîte de Pandore, c'est l'histoire d'un homme qui s'aperçoit que l'hypnose régressif qui permet de revenir dans ses vies antérieures, ça marche. Et il va se retrouver à faire cette expérience que j'ai faite moi-même. Tout d'un coup, c'est une sorte de rêve. J'ai pas la prétention de vous dire que vous devez y croire, mais juste, quand on fait cette expérience d'hypnose régressive, on se retrouve dans une de ses vies antérieures avec énormément de détails. Et le truc le plus troublant, c'est la masse de détails. Donc moi, qu'est-ce que vous avez vécu où ?
Je me suis retrouvé femme de harem en 300 avant Jésus-Christ en Égypte. Je me suis retrouvé soldat anglais dans une bataille durant la guerre de 100 ans. Je me suis retrouvé samouraï aux alentours de 1600. Mais tout ça, je peux vous en parler dans le moins de détails. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mangeait, comment on vivait, comment on dormait. Et c'est ça qui m'a troublé. L'avantage, c'est que je suis romancier, je n'ai pas à vous prouver que c'est vrai. Et par contre, je peux vous donner des détails de la vie des samouraïs au XVIe siècle qu'on ne trouve dans aucun livre. Mais ça rejoint peut-être l'une des expériences dont vous parlez dans votre encyclopédie chez Albin Michel, Bernard Werber, cette capacité que les humains ont à se fabriquer des souvenirs. Ça, c'est une expérience qui a été menée notamment aux États-Unis dans les années 90. Ça consistait en quoi? C'est Elisabeth Loftus qui a voulu sauver certaines personnes qui étaient condamnées parce qu'il y avait eu des faux témoignages sur eux, et elle a voulu montrer qu'il y a des gens qui peuvent être persuadés de quelque chose de faux, et juste en s'auto-convainquant de ces choses-là. Elle a fait donc une première expérience où elle a réuni des étudiants, elle est arrivée à les persuader que toute leur famille avait raconté un événement où ils s'étaient perdus dans des supermarchés. Et au bout d'un moment, ils se sont mis à raconter des détails du moment, alors de cet instant où leur famille... Ils ne s'étaient pas perdus, eux, dans un supermarché. Alors qu'ils s'étaient pas perdus. Et ils en étaient persuadés. Ils sont auto-persuadés. Oui. Et de même, elle a raconté qu'elle a amené des tas de gens à Disneyland. Elle leur a dit comment ça s'est passé, la rencontre avec Bugs Bunny. Et il y en a 40% qui ont raconté la rencontre avec Bugs Bunny, alors que Bugs Bunny, évidemment, fait partie de Warner, et donc pas de Disney, donc il ne pouvait pas y avoir cette rencontre. Et comment elle leur avait intégré, en quelque sorte, ce souvenir dans la mémoire? Elle les a mélangés, elle a mis plein de bons souvenirs, et elle a ajouté ce mauvais souvenir, et les gens pris dans le principe de on approuve, n'ont pas osé contredire celui-là. Vous savez, c'est une règle de l'hypnose qui s'appelle 3+1. Quand vous avez dit 3 fois oui, vous avez envie de dire une 4e fois oui, tout simplement parce que vous avez pris l'habitude de dire oui. Alors si on vous dit, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez Dingo, vous allez dire oui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où il y avait Mickey? Oui. Est-ce que vous vous rappelez du moment où il y avait Bugs Bunny? Oui. Maintenant, si on s'arrête, on vous dit, vous vous rappelez vraiment, racontez-moi quand vous avez vu Bugs Bunny, et les gens se mettent à le raconter. Donc, en effet, notre propre mémoire nous joue des tours. Et c'est pour ça que quand je vous parlais de la boîte de Pandore, je ne peux pas vous garantir que c'est vrai. Parce que tout ce que je peux vous garantir, c'est qu'il est apparu cette histoire comme ce rêve extrêmement précis dans lequel j'ai eu l'impression de faire de l'archéologie ou d'être dans une machine à remonter le temps. Et ça m'a donné la matière à écrire un roman dans lequel mon personnage fait pareil. Ben voilà qui est fascinant. Vous allez continuer de nous surprendre, Bernard Werber, puisqu'on parle d'hypnose, donc d'une certaine façon de sommeil et de rêve. Vous avez un truc pour identifier notre cycle de sommeil. Et ça, c'est très très important. Donc restez à l'écoute sur RTL. Juste après, c'est bien aussi, on part ramasser les champignons. Thomas Hugues, Anaïs Bouton. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Et avec nous l'écrivain Bernard Werber sur RTL, vous publiez une encyclopédie du savoir relatif et absolu, le fruit, on l'a dit, de décennies d'observation, puisque vous compilez ces histoires bizarres depuis que vous avez 13 ans. On y trouve même dans cette encyclopédie des conseils pour bien dormir. Il faut commencer par identifier le sommeil profond, c'est ça? Il y a différents cycles, différents stades dans le sommeil. Voilà, on a 5 stades. Premier stade, sommeil léger. Ensuite, deuxième, sommeil moyen. Ensuite, sommeil profond. Ensuite, sommeil très profond. Et ensuite, le sommeil paradoxal. Et on récupère vraiment, dans les phases de sommeil paradoxal, c'est des cycles de 90 minutes. Et ce qui est extraordinaire et qui a été découvert récemment, c'est qu'en phase de cycle paradoxal, on peut faire du rêve lucide. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience qu'on est en train de dormir et on devient le réalisateur de son rêve. C'est-à-dire, on décide du décor et en général, la chose qu'il faut souhaiter, c'est voler. Donc, quand on prend le contrôle, on se dit, je suis en train de rêver. Comment on fait pour prendre le contrôle de son rêve? Comment vous faites pour identifier ces phases? Alors, en fait, il faut se préparer un peu avant. Dans la journée? Voilà, il faut se dire, par exemple, il faut regarder ses mains et fermer les yeux, essayer de visualiser ses mains. Et après, voilà. Et après, quand on est dans le rêve, on essaie de visualiser ses mains. Et si on ne visualise pas bien, on se dit, ça doit être, je suis en train de rêver. Si elles sont tordues, les doigts un peu biscornus, etc. Ou si on se met face à un miroir et qu'il n'y a pas de reflet dedans. Il y a plein de techniques, ça a été mis au point, ça a été vraiment étudié. Et le grand avantage quand on fait du rêve lucide, c'est qu'on peut, par exemple, décider du décor pour résoudre un problème personnel. On peut décider, c'est comme si on demandait à notre inconscient, aide-moi à trouver une solution à ce problème.
Et à ce moment-là, on vole à l'intérieur de son problème. Eh ben, écoutez, c'est fascinant. C'est ce qu'il faut souhaiter à tout le monde. D'ailleurs, on sait qu'on est en phase de sommeil paradoxal parce qu'il y a une érection. Donc ça veut dire chez les hommes, c'est visible. C'est un moment de grande joie. Chez les femmes, on ne sait pas. Mais vous savez, il y a des petites applications maintenant qui permettent sur son iPhone, enfin son smartphone, de voir ses cycles de sommeil. Et donc on voit 5 fois, on descend et on monte. Et quand on descend dans le sommeil profond, le sommeil paradoxal, c'est là en fait où on va aussi se ressourcer tout son système immunitaire. C'est-à-dire c'est là où vraiment on devient plus fort et en meilleure santé. Bon, on a commencé avec la punaise de lit qui copule 200 fois par jour. On finit par l'érection du sommeil paradoxal. Voilà. Merci beaucoup Bernard Werber d'être venu. Si je peux instruire vos auditeurs, c'est toujours un plaisir. C'est que du bonheur. Encyclopédie du savoir relatif et absolu, publié chez Albin Michel. Merci beaucoup. Et puis il y a La Boîte de Pandore, votre roman également. Merci. Thomas Hugues, Anaïs Bouton. La curiosité est un vilain défaut. RTL.